Je m'appelle Bowden Reed, j'ai 36 ans, je suis ingénieur des ponts et je vis à Denver. Ces dernières années, ma vie a été comme une route droite et inébranlable. Pas de virage, pas d'arrêt, juste le travail et le silence. J'aimais que ce soit ainsi car cela m'aidait à oublier les choses dont je ne voulais pas me souvenir. Mais au fond de moi, j'ai toujours porté un lourd regret. Je n'ai jamais pu protéger ma sœur cadette, Sienna. Elle est morte il y a 3 ans dans un accident de voiture qui m'a toujours semblé suspect. La police a conclu à un accident fortuit, route glissante, puis, perte de contrôle. Mais je n'y croyais pas, Sienna était la personne la plus prudente que je connaisse. Sa mort était trop soudaine, trop insensée. Je n'étais pas là pour elle à ce moment-là, et maintenant il est trop tard. Ces 3 dernières années, j'ai enterré la douleur en me jetant dans le travail. Chaque jour était le même, réveil tôt, une tasse de café noir sans sucre, puis direction le chantier, à mesurer, calculer et construire des ponts qui relient des rives ou des pentes de montagne. Je parlais peu, souriais peu, et mon entourage respectait cela. Il m'appelait l'homme de principe, toujours à l'heure, toujours précis, gardant toujours ses distances. Mais ce week-end, tout a changé. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être à cause du rêve de la nuit dernière où Sienna est apparue avec un sourire triste, ou simplement parce que le manque a surgi après une journée de travail épuisante, j'ai décidé de conduire jusqu'à la banlieue montagneuse, vers la villa que notre famille s'était cotisée pour acheter comme cadeau de mariage pour Sienna. C'était un cadeau de mes parents, Derek et Zaria Reed, et de moi aussi. Nous voulions qu'elle ait un endroit paisible pour commencer sa nouvelle vie avec son mari, Cédric Hall. Maintenant, cette villa n'est plus qu'un souvenir, un endroit où je ne suis pas retourné depuis les funérailles. J'ai démarré mon vieux pick-up, fait le plein et commencé le voyage. La route de montagne était sinueuse, le vent froid s'engouffrant par la fenêtre entr'ouverte, portant l'odeur de la forêt de pins et de la terre humide. J'imaginais que la villa devait être dans un état pitoyable d'abandon. Des fenêtres couvertes d'une épaisse poussière, des tuiles moisies par la pluie et la neige, le jardin de fleurs fané et négligé. 3 ans sans personne. Cédric ne prenait probablement pas la peine de vérifier l'état des lieux, trop occupé par sa nouvelle vie ou autre chose. Je me demandais si la villa était encore intacte ou si le temps et la nature l'avaient engloutie. Mon cœur battait un peu plus vite à l'idée d'entrer à l'intérieur, de toucher les souvenirs de Sienna. Peut-être que je m'assiérais sous le porche, regarderais la vallée et essaierais de me pardonner de n'avoir pas su la sauver. Alors que le camion tournait sur la route menant à la colline, j'ai failli piler. Devant moi ne se trouvait pas la scène désolée que j'avais imaginée. Le jardin de devant fleurissait de manière vibrante, des roses rouges foncées se pressant aux côtés d'œillets d'Inde dorés comme s'ils étaient arrosés et taillés quotidiennement. L'allée de pierre était immaculée. Pas une seule feuille morte éparpillée, même si l'automne était passé et que les feuilles dorées tapissaient les routes. Je me suis frotté les yeux, me demandant si je m'étais trompé d'adresse. Mais non, le numéro de la maison était toujours là et la forme familière de la villa se dressait clairement. La maison était lumineuse, les fenêtres légèrement entr'ouvertes pour laisser entrer la brise. L'extérieur était étrangement propre, la peinture blanche encore brillante, pas une tache ni une toile d'araignée en vue. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Qui avait fait cela? Cédric. Mais il vivait en ville, et depuis la mort de Sienna, il avait à peine gardé contact avec la famille. Ou quelqu'un d'autre. Je me suis garé, j'ai coupé le moteur et je suis sorti, les jambes légèrement tremblantes. Les clés de la villa étaient toujours dans ma poche, le jeu que Sienna m'avait donné autrefois comme double. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. Peut-être un voisin aimable ou un service de nettoyage que Cédric avait engagé, mais un pressentiment désagréable continuait de monter comme un courant sous-jacent. J'ai déverrouillé la porte d'entrée. Le déclic a résonné dans l'air anormalement calme. En entrant, j'ai été encore plus stupéfait. La maison était douillette et bien rangée, pas un grain de poussière. Une légère odeur d'huile essentielle de lavande persistait dans l'air comme si quelqu'un avait récemment brûlé une bougie. Les meubles en noyer brillaient sans une égratignure ni une empreinte digitale. Le lit dans la chambre était soigneusement fait, couverture et oreiller pliés avec précision, comme s'ils attendaient le retour du propriétaire. Tout suggérait une utilisation régulière, pas un abandon après la mort de Sienna. Je suis resté figé dans le salon, le cœur battant. Ce n'était pas une maison hantée, mais on aurait dit que quelqu'un vivait ici secrètement sans permission. J'ai fait le tour de la maison, vérifiant chaque coin. La cuisine était immaculée. Le réfrigérateur contenait quelques bouteilles d'eau et des fruits frais.
frais. Quelqu'un les avait achetés. J'ai ouvert le placard et vu des articles inconnus. Une veste d'homme qui n'était pas à Cédric, et une robe de femme courte et révélatrice. Un frisson m'a parcouru. C'était la maison de Sienna. Le dernier souvenir que nous lui avions donné. Qui osait? Je n'ai pas appelé la police tout de suite. Peut-être était-ce un malentendu. Peut-être que Cédric avait une raison. Mais le sentiment de malaise ne me laissait pas partir sans faire quelque chose. Je suis resté silencieux, mais dans mon esprit, un plan s'est formé. J'ai conduit jusqu'à la ville la plus proche et j'ai acheté un système de caméras de sécurité discret. De minuscules caméras, connectées au Wi-Fi, consultables à distance via téléphone. De retour à la villa, je les ai installées discrètement. Une dans le salon, une dans la cuisine, quelques-unes autour de la cour et de l'entrée. Personne ne le savait à part moi. C'était le moyen de découvrir qui venait ici. Le dernier souvenir que notre famille avait dédié à Sienna. Je suis parti au coucher du soleil, le cœur plein d'inquiétude, mais aussi avec une pointe d'anticipation. Comme si j'entrais dans un jeu du chat et de la souris dont je ne connaissais pas encore la fin. Quelques jours plus tard, alors que j'étais sur le chantier, mon téléphone a vibré avec une alerte de l'application de caméra. Je l'ai rapidement ouverte, le cœur battant. Les images étaient claires. Un homme est apparu à la porte de la villa, bougeant avec la familiarité de quelqu'un qui y avait sa place. C'était Cédric Hall, mon beau-frère, 34 ans. Il semblait le même, grand et mince, les cheveux noirs en désordre, portant une vieille veste en cuir. Mais ce qui m'a stupéfié, c'est qu'il n'était pas seul. À ses côtés se trouvait une jeune et belle femme, à l'apparence séduisante, de longs cheveux tombant sur ses épaules, portant une robe courte et moulante. Ils agissaient intimement. Il avait son bras autour de sa taille, riant et disant quelque chose en ouvrant la porte, entrant comme un couple de longue date. Je suis resté figé dans mon camion, les regardant se déplacer dans la maison via les caméras. Elle s'est assise sur le canapé. Il a pris de l'eau dans la cuisine. Puis ils se sont enlacés sur le lit. Mon sang bouillait. De quel droit Cédric agissait-il ainsi? La villa appartenait à Sienna. Et après sa mort, elle appartenait à la famille. Pourtant, il agissait comme le propriétaire. Je n'ai pas agi immédiatement. J'ai attendu et observé. Au cours des semaines suivantes, les caméras ont tout capturé. Il venait régulièrement le week-end, le vendredi en fin d'après-midi, restant jusqu'au dimanche soir. Il passait des vacances, cuisinait, riait, profitait de la villa comme si elle leur appartenait légalement, sans le fardeau de la défunte. Je regardais les vidéos encore et encore, le cœur en émoi. Je ne voulais pas interférer dans sa vie personnelle. Sienna était partie depuis 3 ans. Cédric avait le droit de trouver un nouveau bonheur. Mais quelque chose sonnait faux. La fille avait l'air très jeune, peut-être seulement dans la vingtaine, et la façon dont il se regardait. Trop passionné, trop rapide. Et ce qui me hantait le plus, c'est qu'il n'amenait jamais Dylan, mon neveu, le fils de Sienna et Cédric, maintenant âgé de 9 ans. Dylan, l'enfant timide privé d'amour depuis la mort de sa mère. Je me souvenais de lui. De grands yeux ronds regardant souvent vers le bas, parlant peu. La dernière fois que nous nous sommes vus, il m'a serré fort et a demandé « Où est maman depuis si longtemps, mon oncle ?» Et maintenant, chaque fois que je voyais Cédric et son amante heureux dans la maison de Sienna, riant, s'enlaçant, profitant, je n'avais qu'une question obsédante. Pendant qu'ils étaient là à se faire plaisir, où était ce pauvre enfant? Et comment vivait-il? Les vidéos des caméras ne cessaient de repasser dans mon esprit comme un film d'horreur, m'empêchant de dormir nuit après nuit. Le jour, sur le chantier, j'essayais de me concentrer sur les mesures et le calcul de la résistance des ponts. Mais dès que mes mains étaient libres, les images de Cédric et de cette fille revenaient en masse. Il riait fort dans le jardin, s'enlaçait sur le canapé, ce même canapé où Sienna s'asseyait pour lire des livres à Dylan. Je serrais le volant de mon camion, les dents serrées. Cela faisait 3 semaines, et Dylan n'était pas apparu une seule fois. Le garçon n'avait que 9 ans. Il avait besoin de nourriture, d'école, de quelqu'un pour le tenir quand il avait peur. Cédric était son père, mais que faisait-il? Négliger son fils pour courir après une amante, laissant l'enfant seul pendant 3 week-ends entiers sans lui. Cette pensée me faisait bouillir le sang. Je ne suis pas du genre à me mêler des affaires des autres, mais c'était la famille, mon propre neveu, le fils de Sienna. Ce week-end-là,
j'étais assis chez moi, les yeux rivés sur l'écran de mon téléphone. L'application de caméra m'a alerté à l'heure habituelle. Vendredi en fin d'après-midi. Je l'ai ouverte, le cœur battant. La voiture de Cédric est entrée dans l'allée, soulevant la poussière sur la route à flanc de colline. Il a coupé le moteur, est sorti avec un large sourire, puis a ouvert la porte passager. La silhouette d'une femme, cette fille, a émergé, ses longs cheveux flottant dans le vent de la montagne, sa robe courte et moulante épousant sa silhouette séduisante. Ils se sont enlacés juste à la porte comme si la villa était leur nid d'amour privé. J'ai éteint l'écran et me suis levé brusquement. 3 semaines, c'était plus qu'assez. Fini de regarder de loin. Je devais les confronter. J'ai sauté dans mon pick-up, démarré le moteur et foncé sur la route de montagne. Le vent hurlait à travers les fenêtres, mais le feu dans ma poitrine brûlait plus fort. Je demanderai directement des comptes sur la villa, sur eux, et surtout, sur Dylan. La route montant la colline était sinueuse, mais je conduisais comme un fou, freinant fort dans les virages. Mon cœur battait la chamade, mes mains serraient le volant jusqu'à ce que mes articulations blanchissent. J'imaginais la confrontation. Il serait surpris. Cédric bafouillerait des excuses, mais je m'en fichais. J'avais besoin de la vérité. Alors que mon camion tournait dans le chemin étroit menant à la villa, j'ai vu la voiture de Cédric garée proprement à côté du jardin de fleurs. Ils étaient dehors dans la cour. La fille cueillait quelques roses. Cédric plaisantait sur quelque chose. Je me suis garé à une courte distance, j'ai coupé le moteur et je suis sorti. L'air de la montagne était glacial, mais la sueur coulait dans mon dos. J'ai marché dans la cour en essayant de garder une voix calme, mais dès que j'ai franchi le portail, ils se sont retournés brusquement. La peur était visible sur leurs 2 visages. Cédric s'est figé comme une statue, le visage devenant pâle, les lèvres bougeant mais aucun mot ne sortant. Il se tenait rigide, les bras ballants comme s'il voyait un fantôme en plein jour. La fille à côté de lui a fait un demi-pas en arrière, la main agrippant la sangle de son sac avec méfiance. Je me suis arrêté, prenant une profonde inspiration. L'atmosphère était tendue au point d'en être suffocante. Le vent de la montagne sifflait, les feuilles bruissaient, mais entre nous, il n'y avait qu'un silence mortel. Je me suis forcé à sourire et j'ai levé la main en guise de salut. Et, Cédric. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il a dégluti difficilement, essayant de retrouver son calme. Son visage était encore pâle, mais il a bégayé, « Baudin, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu n'as pas appelé avant ?» Sa voix tremblait comme celle d'un enfant pris en flagrant délit. La fille restait immobile, me toisant des yeux. Je me suis tourné vers elle, gardant un ton doux. « Bonjour, je suis Baudin, le frère de Sienna. » Cédric m'a rapidement interrompu, faisant les présentations à la hâte. « C'est Maya. Maya Sloan. Elle a 25 ans, elle travaille comme barman dans un bar en ville. » Maya a forcé un sourire poli, mais il était tendu, incapable de cacher ses yeux inquiets. Sa posture était rigide, comme si elle cachait quelque chose d'important. J'ai hoché la tête, observant. Elle était jeune et belle, mais il y avait quelque chose d'artificiel dans ce sourire, comme un masque. Nous sommes restés là un moment, l'air lourd. Je ne voulais pas tourner autour du pot. Après de brèves banalités, comment va le travail? Il fait beau aujourd'hui, hein? Je suis allé droit au but. Mon cœur battait fort, mais j'ai gardé ma voix stable. Cédric, je sais que toi et Maya venez ici presque tous les week-ends. C'est la villa de Sienna, comme tu le sais. Mais ce n'est pas ce qui me dérange. Je suis vraiment inquiet pour Dylan. Où est-il? Pourquoi venez-vous toujours ici tous les 2 sans amener le garçon alors qu'il est encore si jeune? Cédric a immédiatement évité mon regard, regardant le sol, puis le jardin de fleurs. Son visage est devenu rouge, puis pâle. Il a bégayé des excuses, la voix vague. Dylan, le gamin joue chez un ami. Des amis d'école, tu sais, ou chez les voisins. Il adore ça. C'est bon, Baudin. Puis il a rapidement changé de sujet. De toute façon, conduire sur ces routes de montagne est dangereux. Il commence à faire nuit. Conduis prudemment en rentrant. Occupé par le travail. Il fait froid ici. Il divaguait. N'importe quoi pour éviter de parler de l'enfant. Je l'ai regardé, plein de suspicion.
Cédric esquivait maladroitement comme un enfant cachant des bonbons derrière son dos. Ses yeux fuyants, ses mains triturant l'ourlet de sa chemise, la sueur perlant sur son front malgré le vent froid. Il était clairement mal à l'aise d'être interrogé sur la garde de l'enfant. Maya restait silencieuse, n'intervenant pas, serrant juste son sac plus fort, les yeux fixant le lointain. J'avais envie de crier, de l'attraper par le col et d'exiger des réponses. Mais non, je ne voulais pas faire de scène à la villa. Cet endroit avait été le sanctuaire de Sienna, pas un lieu de dispute. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai hoché la tête. D'accord, alors. Passez un bon week-end. Puis je me suis tourné et je suis parti silencieusement. Mais à l'intérieur, je me sentais étouffé comme si quelqu'un me serrait la poitrine. Les voir là, insouciants, profitant de l'espace qui appartenait à ma sœur me donnait envie de vomir. La villa s'illuminait, le jardin vibrant, tout se moquait de ma douleur. J'ai marché jusqu'à mon camion, démarré le moteur et je suis parti à toute vitesse. Le vent de la montagne rugissait à mes oreilles, mais la voix dans mon cœur était plus forte. Où est Dylan? Est-ce que le garçon va bien? Je ne suis pas rentré chez moi. Au lieu de cela, j'ai conduit directement au centre-ville vers l'appartement de location où Cédric et Dylan vivaient depuis la mort de Sienna. L'autoroute s'étendait à l'infini, les phares coupant l'obscurité. Je me souvenais de l'appartement, petit et délabré, dans un quartier en mauvais état rempli d'immeubles penchés et de klaxons retentissants, complètement à l'opposé de l'air luxueux de la villa de montagne. Sienna y avait vécu avec Cédric avant que la villa ne soit terminée. Maintenant, c'était le dernier refuge de Dylan. Je me suis garé sur le trottoir, le cœur battant. Il était tard, mais je devais voir le garçon de mes propres yeux pour être rassuré. La porte d'entrée de l'immeuble a grincé quand je l'ai poussée. Le couloir était plongé dans le noir, puant le moisi. J'ai monté les escaliers, les pas lourds. Appartement 304. La porte n'était pas verrouillée. J'ai froncé les sourcils et les poussé doucement. Elle s'est ouverte et la scène à l'intérieur m'a serré le cœur. À l'intérieur, une faible lumière jaune provenant d'une ampoule pendante, le bruit de casseroles et de poêles venant de la cuisine, et une forte odeur de brûlé se répandant de manière épaisse. Une légère fumée dérivait. Je suis entré, appelant doucement le garçon, mais pas de réponse. Puis j'ai vu Dylan. Le garçon était maigre, les cheveux légèrement ébouriffés, se tenant précairement sur une vieille chaise en bois, tendant la main vers la cuisinière. Devant lui se trouvait une petite poêle sur le brûleur électrique, des œufs cassés, mais remués maladroitement, une fine fumée s'élevant parce que la chaleur était trop forte. L'huile éclaboussait et Dylan tâtonnait, les mains tremblantes comme s'il avait peur de laisser tomber la poêle. Il portait un vieux t-shirt, un short ample, et était pieds nus. Mon cœur a semblé s'arrêter. Dylan a sursauté au bruit de la porte, se retournant brusquement, de grands yeux ronds pleins de peur. La poêle a failli tomber, mais il l'a rattrapée. À ce moment-là, toutes mes questions sur le comportement de Cédric ont trouvé leur réponse avec une image plus réelle que n'importe quel mot. Le garçon était ici seul, essayant de se débrouiller par lui-même pendant que son père s'amusait à la montagne avec son amante. Je suis rapidement entré dans la petite cuisine, l'air étouffant avec l'odeur âcre de brûlé et la fumée légère. Dylan se tenait sur une vieille chaise en bois, vacillant sous son poids. Ses petites mains tenaient maladroitement une spatule, essayant de remuer quelque chose dans la poêle. Le visage du garçon était rouge à cause de la chaleur, la sueur coulait, et j'ai clairement vu une brûlure rouge sur le dos de sa main droite, une longue trace, enflée comme si de l'huile chaude avait éclaboussé. Mon cœur s'est serré comme si quelqu'un le pressait fort. C'était mon neveu, le fils de Sienna, et maintenant il ressemblait à un enfant des rues dans sa propre maison. Sans un mot, je me suis approché et j'ai serré Dylan fort dans mes bras. Son corps était léger comme une plume, si maigre que je pouvais sentir chaque côte à travers le t-shirt fin. Il a tremblé légèrement de surprise, les bras ballants, la spatule tombant au sol dans un cliquetis. « Oncle Baudin, qu'est-ce que tu fais là ?» demanda Dylan doucement, la voix tremblante comme s'il avait peur d'être grondé pour avoir fait quelque chose de mal. J'ai juste caressé la tête du garçon, la gorge nouée, incapable de répondre pour l'instant. Les larmes me montaient aux yeux, mais je les ai ravalées. Pas de pleurs maintenant. Le gamin avait besoin que je sois fort. J'ai pris une profonde inspiration. L'odeur de brûlé persistait encore, me rappelant la dure réalité. Cédric avait abandonné son propre fils pour courir après une femme étrangère. J'ai soulevé Dylan de la chaise et l'ai assis sur la vieille chaise de salle à manger à la table.
Laisse-moi voir ta main, ai-je dit doucement en prenant sa main. La brûlure était rouge vif, la peau cloquée. Ça devait faire terriblement mal, mais il ne se plaignait pas. J'ai couru à la salle de bain, trouvant la trousse de premiers soins. Heureusement, il restait un peu de crème pour les brûlures. J'ai nettoyé la plaie à l'eau fraîche, appliqué la crème et les bandé légèrement. Dylan se mordait la lèvre, les yeux fixés au sol, n'osant pas me regarder. Ça fait mal, ai-je demandé. Il a secoué la tête, mais je savais qu'il mentait. Comment cela pouvait-il ne pas faire mal? Un enfant de 9 ans cuisinant pour lui-même, endurant seul. Cédric, espèce de salaud. Je suis allé silencieusement à la cuisine et j'ai nettoyé le désordre. Poêle noirci, sandwich mi-cru mi-brûlé. Quelques œufs cassés éparpillés. J'ai éteint la cuisinière électrique, puis ouvert le réfrigérateur. L'intérieur faisait pitié. Quelques pommes flétries, du lait périmé et quelques légumes jaunissants. Pas de nourriture convenable. Mon cœur me faisait mal. J'ai rassemblé ce qui était encore utilisable, je l'ai lavé et j'ai commencé à préparer un repas simple et léger. Des œufs au plat, du pain grillé et une salade avec les légumes restants. L'odeur de nourriture a progressivement remplacé l'odeur de brûlé, mais mon cœur restait lourd. Quand le repas chaud a été placé sur la table, des œufs dorés, des toasts croustillants et un verre de jus d'orange que j'avais rapidement acheté dans un magasin voisin, Dylan s'est assis et l'a dévoré comme s'il mourait de faim depuis des jours. Chaque bouchée dans la bouche du garçon m'étouffait de pitié, de douleur et du sentiment que quelque chose n'allait profondément pas, chose que je n'avais jamais réalisée auparavant. Dylan mangeait si vite qu'il a failli s'étouffer, les yeux s'illuminant un peu, mais la tête toujours baissée comme s'il avait peur que quelqu'un lui enlève tout. Je restais assis à le regarder, les mains serrées sous la table. Depuis combien de temps le garçon n'avait-il pas eu un repas convenable? Cédric avait promis de prendre soin de lui après la mort de Sienna, mais c'était quoi ça? Abandonner l'enfant? Mon sang bouillait de colère, mais je me retenais. Ce n'était pas le moment d'exploser. Dylan avait d'abord besoin de paix. Quand Dylan a fini de s'essuyer la bouche avec sa manche, je me suis assis en face de lui, gardant ma voix douce pour éviter d'inquiéter le garçon. Dylan, dis à tonton, pourquoi es-tu seul à la maison? Où est ton papa? Dylan a baissé la tête, les doigts entrelacés comme s'il luttait intérieurement. Le garçon est resté silencieux un moment, puis a marmonné, papa part avec tante Maya. Tous les week-ends, je suis seul à la maison. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poignard dans le cœur. Maya, la fille de la villa. Donc Cédric abandonnait son fils pour sa petite amie. J'ai demandé plus loin, la voix toujours douce. Et en semaine? Est-ce que ton papa s'occupe de toi? Dylan a hésité, les yeux s'agrandissant. Papa est occupé. Tante Maya vient souvent, puis papa part. Je cuisine pour moi-même, je vais me coucher tout seul. J'ai dégluti difficilement, essayant de rester calme. J'ai demandé si quelqu'un lui disait quelque chose, le grondait ou lui faisait peur. Dylan a baissé la tête plus bas, les mains se tordant plus fort. La voix du garçon était à peine un murmure. Il a dit que papa et tante Maya le grondaient souvent, le traitant de nuisance, de désobéissant. Parfois, papa disait même qu'il était assez grand pour se débrouiller seul. Ces mots m'ont laissé stupéfait. Dylan n'avait que 9 ans, bien trop jeune pour s'occuper de lui-même, et encore moins pour être traité comme un fardeau, une nuisance. Le garçon était son fils, sa propre chair et son sang. J'imaginais la scène. Cédric claquant des doigts. Maya souriant en coin. Dylan se recroquevillant dans un coin. Mon sang bouillait, mes poings se serraient. Comment osait-il? Si Sienna était vivante, elle ne laisserait jamais son fils souffrir ainsi. J'ai serré Dylan dans mes bras et chuchoté, ça va aller. Tonton est là maintenant. Après l'avoir calmé et mis au lit, j'ai raconté des contes de fées, frotté son dos jusqu'à ce que ses yeux se ferment. Je me suis assis silencieusement sur le vieux canapé, l'esprit vide. La pièce était plongée dans le noir, seule la respiration régulière venant de la chambre de Dylan. J'ai regardé autour de moi. Des murs fissurés, des meubles usés, une atmosphère glaciale. Cela avait été autrefois la maison de Sienna. Maintenant, c'était l'enfer pour son fils. Je savais que je ne pouvais pas laisser cela continuer. Cédric devait être tenu responsable. Mais maintenant, je devais agir. Appeler la police? Non, pas encore assez.
J'ai pensé au service de protection de l'enfance, CPS. Ils aideraient, mais mon cœur était plein d'inquiétude. Que arriverait-il à Dylan s'il était séparé de son père? Peu importe à quel point Cédric était horrible, il restait le père. Je suis resté assis là jusqu'à tard, l'esprit tourmenté par les souvenirs. Dylan nouveau-né, Sienna le tenant avec un sourire radieux. Et maintenant, je devais sauver le garçon. Pendant le reste du week-end, je suis resté à l'appartement à m'occuper de Dylan comme un vrai père. Le samedi matin, je l'ai emmené prendre le petit déjeuner dans un restaurant de pancakes à proximité. Des piles chaudes, du sirop sucré. Dylan mangeait lentement, les yeux brillants, souriant timidement quand je plaisantais. Ces rares sourires de Dylan me soulageaient et me faisaient mal à la fois. Nous avons marché dans le parc. J'ai poussé la balançoire. Dylan riait fort, le vent ébouriffant ses cheveux. Cela faisait si longtemps que le garçon n'avait pas été aussi heureux. L'après-midi, nous avons joué à l'intérieur, construisant avec des Legos, dessinant des images. Dylan en a dessiné une famille avec Sienna au centre, mais Cédric effacé. Je l'ai serré dans mes bras, le cœur brisé. Le soir, je cuisinais le dîner, poulet rôti, salade fraîche. Dylan a mangé à sa faim, puis s'est endormi sur mon épaule. Dimanche a été pareil, faire les courses, acheter de nouvelles choses pour le garçon, des vêtements, des livres. Nous avons regardé des dessins animés, riant fort. Mais chaque fois que Dylan demandait « Papa est rentré », tonton, mon cœur se serrait. Je mentais. Ton papa sera bientôt de retour. Mais à l'intérieur, je savais. Je ne laisserai pas Cédric continuer comme ça. Lundi matin, je me suis réveillé tôt et j'ai conduit Dylan à l'école. Le garçon m'a serré fort à la porte, les yeux brillants. Ensuite, je suis allé directement au service de protection de l'enfance, CPS. Le bureau était au centre-ville, un bâtiment gris grouillant de monde. Je me suis assis à attendre, le cœur anxieux. Quand ce fut mon tour, j'ai clairement expliqué les signes. Dylan laissé sans surveillance, brûlé en cuisinant seul, manque de nourriture adéquate. Cédric, absent pendant de longues périodes sans organiser de garde. La travailleuse sociale, une femme d'âge moyen aux yeux sévères, a pris des notes détaillées. Avez-vous des preuves? J'ai décrit les caméras de la villa, ma visite, les mots de Dylan. Elle a hoché la tête et ouvert un dossier. Nous allons mener une inspection inopinée, évaluer la sécurité du milieu de vie et travailler directement avec Cédric Hall concernant ses obligations parentales en vertu de la loi. J'ai quitté le bureau le cœur un peu plus léger. Quelques jours plus tard, les services sociaux ont envoyé une lettre d'avertissement à Cédric. J'en ai reçu une copie par email exigeant une amélioration des soins aux enfants, avertissant de mesures plus fortes en cas de récidive. J'ai expiré de soulagement, la relisant encore et encore dans mon camion. Au moins, Dylan était maintenant sous la surveillance officielle de la protection de l'enfance. Mais l'intuition me disait que ce n'était pas fini. Comment réagirait Cédric? Et Maya? Je suis rentré chez moi, l'esprit plein d'inquiétude. Dylan avait besoin de moi plus que jamais. Après un certain temps, j'ai essayé de reprendre ma routine normale. Les ponts de Denver n'attendent personne. Mesurer, calculer, superviser les ouvriers. Tout cela m'aidait à oublier les problèmes entourant Cédric. J'appelais Dylan quelques fois par semaine, lui demandant comment allait l'école, racontant des histoires drôles, envoyant même de petits cadeaux par la poste, des livres d'histoire, des ensembles Lego. Le garçon riait fort au téléphone, sa voix plus claire qu'avant, mais je pouvais encore entendre une trace de tristesse s'insinuer. Papa sort beaucoup moins maintenant. Oncle, tante Maya vient moins aussi. J'ai hoché la tête pour moi-même, ressentant un soulagement temporaire. Peut-être que l'avertissement des services sociaux avait fonctionné. Cédric essayait probablement de se racheter. Je me disais cela, essayant de garder mes distances. Plus de caméras, plus de surveillance. Je ne voulais pas m'impliquer profondément dans sa vie désordonnée. La villa était maintenant le passé. J'ai même envisagé de la vendre pour effacer les souvenirs douloureux. Ma vie avait besoin de paix pour le bien de Dylan, pour celui de Sienna, mais la vie ne me laissait pas de répit. Ce week-end-là, j'avais prévu de rencontrer un vieil ami. Mark Bennett, mon ami proche de l'université, maintenant détective à l'unité des crimes financiers de Denver. Mark, grand avec une voix chaude et profonde, avait toujours été mon rock à l'université.
Nous avons convenu de nous retrouver dans un petit bar en ville, un endroit calme avec une douce musique jazz pour rattraper le temps perdu. J'ai conduit là-bas au crépuscule, me suis garé sur le parking exigu et suis entré avec une humeur détendue rare. L'odeur de bière fraîche et une légère fumée de cigarette persistaient. Des rires étouffés de quelques groupes de clients, mais dès que j'ai poussé la porte, j'ai hésité légèrement. Ce bar me semblait familier. Puis j'ai réalisé que c'était exactement là que Maya Sloan, la maîtresse de mon beau-frère, travaillait. Je me souvenais de Cédric bafouillant l'introduction à la villa. Elle travaille comme barman dans un bar en ville. Oui, c'était ça. Mon cœur battait plus vite. Maya était derrière le bar, mélangeant des cocktails avec des gestes rodés, cheveux attachés hauts, sourire professionnel sur le visage. Je ne voulais pas attirer l'attention. Je ne voulais pas plus d'ennui. Les affaires de Cédric étaient les siennes. J'ai choisi une table dans un coin sombre caché derrière un pilier, attendant tranquillement Marc. J'ai commandé une bière, les yeux sur ma montre, essayant de ne pas regarder le bar. En attendant, l'endroit s'est progressivement rempli. La musique jazz jouait doucement. Les clients tiraient bruyamment les chaises. Je sirotais ma bière, l'esprit vagabondant vers Dylan. Le garçon avait un contrôle de maths aujourd'hui. J'avais promis d'appeler pour les résultats. Mais alors mes yeux se sont arrêtés par inadvertance sur le bar. Maya était là, essuyant des verres, discutant et souriant avec un client. Ce qui a attiré mon attention, c'était l'homme assis à côté d'elle. Il était lourdement tatoué, des dragons s'enroulant sur des bras musclés, un visage menaçant avec une cicatrice sur la joue, les cheveux coupés courts, portant une veste en cuir noir, pas un client régulier. Les deux parlaient intimement, riant, se penchant parfois pour qu'il embrasse légèrement sa joue comme un vrai couple. Maya gloussait, la main caressant son bras. Mon cœur battait la chamade. Qui était-ce? Est-ce que Maya trompait Cédric? Ou Cédric n'était-il que l'un des nombreux? Je me suis détourné, essayant de me concentrer sur ma bière. Ce ne sont pas tes affaires, Baudan. Ce triangle amoureux emmêlé n'avait rien à voir avec moi. Le nombre d'hommes qu'avait Maya était son affaire. Je me disais cela, mais le malaise ne cessait de monter. Cédric était faible, facile à mener. Si Maya jouait un jeu, il en serait la victime. Marc est arrivé avec 10 minutes de retard, me tapant l'épaule avec un grand rire. Ça fait longtemps, mon pote. Comment va le travail? Nous nous sommes remémorés le bon vieux temps, l'université, les voyages, maintenant le travail et la famille. Je lui ai parlé de Dylan et des services sociaux, mais j'ai évité de mentionner Maya ou la villa. Marc a hoché la tête, partageant des informations sur son affaire actuelle, une fraude financière. Nous avons ri et bu quelques tournées. Mais tout au long, je ne pouvais m'empêcher de jeter un coup d'œil au bar. Maya et le tatoué étaient toujours là, encore plus intimes. Ils chuchotaient quelque chose. Maya riait fort. J'essayais de rester calme, mais mon esprit s'emballait. Après avoir discuté et nous être séparés, Marc m'a serré la main, promettant une prochaine fois. J'ai baissé mon chapeau pour éviter d'être remarqué et je me suis dirigé vers la sortie. La nuit était tardive, le vent glacial, mais je marchais lentement, essayant de ne pas regarder le bar. Mais alors que je passais devant, un fragment de conversation est parvenu à mes oreilles, me figeant sur place. La voix de Maya, douce mais audible au milieu de la musique. Ce type est si facile à manipuler. Juste quelques fois de plus. La réponse de l'homme tatoué, basse et rauque comme un grognement. Fais en sorte qu'il te fasse un peu plus confiance. Ensuite, tout est fini. Mon cœur battait comme un tambour dans ma poitrine. Ce type? Qui? Mon beau-frère ou quelqu'un d'autre que je n'avais pas vu? La façon dont il parlait, intime, secrète, avec une intention claire me mettait profondément mal à l'aise. Ce n'était pas une romance normale. Quelque chose de louche se passait, comme un plan. Je suis resté figé une seconde, le sang me montant à la tête. Ne voulant pas être surpris en train d'écouter aux portes, j'ai immédiatement quitté le bar, marchant rapidement vers le parking. Mes jambes tremblaient légèrement, mes mains serraient fort les clés. Le bar brillait derrière moi, la musique jouant toujours, mais mon cœur était glacé. Sur le trajet du retour, ces mots repassaient dans ma tête comme un disque rayé. Si facile à manipuler. Fais en sorte qu'il te fasse un peu plus confiance. Ensuite, tout est fini. Je pensais à Cédric, l'homme faible,
aveuglément épris de Maya. Il lui faisait assez confiance pour négliger Dylan, traiter la villa comme la leur. Et maintenant, est-ce que Maya l'exploitait avec ce tatoué? La coïncidence me donnait des frissons dans le dos. Ce triangle amoureux semblait loin d'être simple. À quel jeu jouait Maya? Escroquerie d'argent ou pire? Je me rappelais la villa immaculée, les images de la caméra où ils étaient heureux ensemble. Mais maintenant tout apparaissait sous un jour différent. Cédric était-il la proie? Et Dylan? Que arriverait-il au garçon si son père avait des ennuis? J'ai conduit à travers la nuit dans la tourmente, les phares coupant la route sombre, le vent hurlant à travers les fenêtres. L'intuition me disait que derrière la façade calme, quelque chose de plus dangereux se préparait que je ne l'avais imaginé. Je devais découvrir. Mais comment? Appeler Cédric ou les suivre? Je me suis garé devant ma maison, j'ai coupé le moteur et je me suis assis dans l'obscurité. Cette nuit serait longue. Bien des jours après l'incident au bar, le malaise s'accrochait à moi comme une ombre persistante. Ces mots fragmentés que j'avais surpris, ce type est si facile à manipuler. Fais en sorte qu'il te fasse un peu plus confiance. Ensuite, tout est fini, continuer de repasser dans ma tête, empêchant toute tranquillité d'esprit. Le jour sur le chantier, j'essayais de me concentrer sur les mesures et le calcul de la résistance des ponts, mais dès que mes mains étaient inactives, ils refaisaient surface. De qui parlait-il? Et qu'est-ce qui serait fini? Une sorte d'arnaque. Je me demandais si je n'imaginais pas trop de choses, mais l'image de l'homme tatoué, ses yeux froids, son sourire narquois me hantait. Maya paraissait jeune et séduisante, mais maintenant je la voyais comme une araignée tissant sa toile. Cédric était faible, facile à mener. Il tomberait dans le piège sans s'en rendre compte. Et Dylan, qu'arriverait-il au garçon si son père avait des ennuis? Je perdais le sommeil, allongé éveillé dans mon lit, fixant le plafond sombre, l'esprit tourbillonnant avec les pires scénarios. Je ne pouvais pas rester inactif. J'ai commencé à prêter attention au bar où Maya travaillait. Après le travail ou les soirs où j'avais du temps libre, je conduisais dans les environs, m'asseyant dans un café en face ou me garant dans un endroit sombre pour observer de loin, évitant d'être remarqué. Je portais une casquette à bord bas, une veste sombre, assis dans mon camion avec une tasse de café qui refroidissait, les yeux fixés sur l'entrée du bar. Le bar était à un coin de rue animé, des néons clignotants, de la musique forte se déversant à l'extérieur. Je n'entrais pas, de peur d'être reconnu, mais je regardais à distance. La première fois, je suis resté assis pendant 2 heures à voir Maya mélanger des boissons, discuter et sourire avec des clients, mais le tatoué n'est pas apparu. Je suis rentré chez moi en me sentant à la fois déçu et soulagé. Mais je suis revenu une 2e fois, une 3e fois. Je notais des choses dans un carnet. Les horaires de travail de Maya, les heures de fermeture, les clients réguliers. Cela ressemblait à une surveillance maladroite, mais je ne pouvais pas m'arrêter. L'intuition me disait que quelque chose n'allait pas. Au fil de plusieurs observations, j'ai remarqué que l'homme tatoué apparaissait peu fréquemment, mais toujours avec une intention claire. Arrivant seul, s'asseyant dans un coin isolé, brève conversation avec Maya, puis repartant. Pas d'affection publique comme la première fois que j'avais vu, mais plus discret. Il venait quand le bar était bondé vers 22 heures, portant une veste couvrant ses tatouages, assis au bout sombre du bar. Maya lui servait un verre. Puis il chuchotait brièvement juste quelques minutes avant qu'il ne paye et parte sans se retourner. Pas d'intimité, pas de rire, toujours pareil. Rapide, secret. Mon cœur battait la chamade alors que je regardais à travers la vitre du camion. Ce n'était pas un amoureux, un partenaire, peut-être. Quel était le plan? Ce changement m'a fait réaliser que leur relation n'était pas simplement romantique. Quelque chose de plus sérieux se passait en coulisses. Je me souvenais de Marc mentionnant des crimes financiers, attirant les victimes pour signer des documents transférant des actifs. Cédric avait l'argent de l'assurance vie de Siena, la villa. Est-ce que Maya le visait? Cette pensée m'a glacé. Je devais agir. J'ai décidé de ne pas me précipiter. Pas question de faire irruption dans le bar pour exiger des réponses. Pas question d'appeler la police tout de suite, mais de rencontrer Mark Bennett à nouveau. Nous avons convenu d'un rendez-vous dans un café familier, calme avec l'arôme chaud du café torréfié. Je suis arrivé tôt, assis dans un coin, tenant 2 photos furtives des visites au bar. L'une de Maya souriant derrière le comptoir, l'une de l'homme tatoué assis à proximité, le visage menaçant.
Je les avais prises avec mon téléphone, flou, mais identifiable. Marc est arrivé, me tapant l'épaule. Tu as l'air tendu, mec. Qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai tout raconté de ce que j'avais entendu cette nuit-là. Pas d'embellissement, pas de spéculation excessive. Je les ai entendus parler de ce type qui est facile, de construire plus de confiance. Je pense qu'il s'agit de Cédric, mon beau-frère. Je lui ai tendu les photos, la voix tremblante. Marc les a prises en fronçant les sourcils alors qu'il examinait attentivement. Baudin, tu sais que je ne peux pas accéder à des informations confidentielles juste pour une demande personnelle, mais je vérifierai dans les limites autorisées en utilisant les bases de données publiques et les listes de surveillance. Ne te fais pas trop d'espoir. J'ai hoché la tête, le cœur plein d'inquiétude. Nous avons discuté nonchalamment du travail, de Dylan, mais mon esprit était sur les photos. Marc est parti, promettant de rappeler. Je suis resté assis un peu plus longtemps, sirotant un café amer, l'esprit tourmenté. Si Marc ne trouvait rien, qu'alors? Continuer à surveiller ou avertir Cédric directement. Cet après-midi-là, mon téléphone a sonné. Marc, la voix nettement plus basse, plus du tout joyeuse. Baudin, j'ai vérifié. Les deux sur les photos correspondent au dossier d'une paire de suspects dans un réseau de fraude à grande échelle lié à un réseau criminel transnational. Mon cœur a semblé s'arrêter. Je me suis affaissé sur le canapé, serrant le téléphone. Marc a expliqué que le groupe manquait de preuves suffisantes pour des arrestations, mais était sous suspicion et surveillance liée à de multiples cas d'attraction de victimes pour signer des documents financiers, transférer des actifs ou servir de façade à des transactions louches. Ils ciblent des personnes vulnérables, confiantes ou dans des relations malsaines. Ils utilisent des femmes comme Maya pour appâter, puis le type, son nom est Jax, avec un casier judiciaire, s'occupe du reste. Marc a souligné, d'après ma description, Cédric était au risque d'être la prochaine cible. Il est tendre, a de l'argent, des actifs, parfait pour eux. Cette vérité m'a laissé sous le choc. Je savais que Cédric était faible, manquant de détermination, facilement manipulable, la proie exacte que de telles organisations recherchaient. Il était aveuglément épris de Maya, négligeant Dylan, traitant la villa comme la leur. Et maintenant, est-ce que Maya l'amenait à signer quelque chose, transférer la villa ou l'argent de l'assurance? J'ai remercié Marc, raccroché, la pièce tombant dans le silence. Mon esprit s'emballait. Sienna est morte il y a 3 ans. Un accident ou lié? Non, ne pense pas à ça. Mais le malaise a surgi. Je ne pouvais pas laisser aller plus loin. J'ai décidé de rencontrer Cédric et de parler. Je devais l'avertir, qu'il me croie ou non. J'ai conduit jusqu'à son appartement, le cœur battant. La porte s'est ouverte. Cédric était sur le canapé. Dylan jouait au Lego dans le coin. Le garçon a couru et m'a serré dans ses bras, souriant joyeusement. Cédric a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» J'ai parlé lentement, essayant de rester calme, racontant ce que j'avais vu au bar détail par détail. Pas d'ajout, pas de spéculation excessive. J'ai souligné que Maya n'était pas simple, que je l'avais entendu elle et le tatoué parler de manipuler quelqu'un, et que Cédric était probablement la cible. Je ne suis pas là pour me disputer, ai-je dit. Je veux juste que tu fasses attention. Certaines choses ne sont pas des coïncidences. Cédric est resté silencieux quelques secondes, mais ce n'était pas un silence réfléchi. Son visage est devenu rouge, sa mâchoire se serrant. Il s'est levé brusquement, la chaise derrière lui s'écrasant bruyamment. « Pour qui tu te prends à me faire la leçon ?» a-t-il crié. « Tu penses que je suis un idiot ? Tu me regardes comme ça depuis des lustres, comme si je ne valais rien juste parce que je ne vis pas comme tu le veux. » Avant que je puisse répondre, Cédric a pointé son doigt droit sur mon visage. « Tu inventes tout ça, n'est-ce pas ? Tout ça parce que tu ne veux plus de moi et Maya à cette villa. C'est la villa de Sienna. Et alors ? Elle est morte. Tu n'as aucun droit de décider pour moi. » Dylan s'est recroquevillé dans le coin, les bras autour de ses genoux, les yeux s'agrandissant. J'ai jeté un coup d'œil au garçon, baissant la voix. « Cédric, Dylan est là. Calme-toi. » Mais cela n'a fait qu'alimenter le feu. « Tu oses mentionner le gamin ?» rugit Cédric. « C'est toi qui as signalé aux services sociaux, n'est-ce pas ? C'est toi qui leur as fait inspecter ma maison. Qu'est-ce que tu veux ? Voler mon fils ? » Il s'est approché,
la voix tremblante de rage. Tu gâches ma vie, puis tu prétends être le gentil, salaud. La pièce a sombré dans le chaos. Dylan a commencé à pleurer silencieusement, les épaules tremblantes. Je suis resté immobile, ne reculant ni n'avançant. Je ne veux rien te prendre, ai-je dit, la voix s'approfondissant. Si j'ai attiré l'attention des services sociaux, c'est uniquement parce que Dylan ne mérite pas de vivre comme ça. Cédric s'est arrêté brièvement, mais ses yeux se sont rapidement durcis de haine. Il a dit, sors. Sors de ma maison. Ne reviens jamais. J'ai regardé Dylan une dernière fois. Le garçon n'osait pas lever la tête. J'ai compris que mes avertissements n'avaient aucun sens maintenant. Cédric n'entendait rien au-delà de sa propre peur et colère. Je me suis tourné et suis parti, portant un sentiment lourd. Je savais que je ne pouvais pas sauver Cédric, mais Dylan, je le pouvais encore. J'ai réalisé que Cédric était trop aveuglé par ses sentiments pour Maya pour écouter la raison. Il ne pouvait plus distinguer la vérité de la manipulation. Ses yeux flamboyaient, sa voix tremblait de fureur. Je suis resté calme, plus de disputes. Avant de partir, j'ai laissé un dernier avertissement, doux mais ferme. Garde tes distances avec ceux en qui tu as une confiance aveugle, et veille sur Dylan. Le garçon a besoin de toi. Cédric s'est détourné, pas de réponse. J'ai serré Dylan une dernière fois, chuchotant, prends soin de toi, d'accord? Puis je suis sorti, le cœur lourd. En quittant l'appartement de Cédric, j'ai descendu les escaliers, me sentant presque étouffé. Pas de la dispute, mais du sentiment clair que quelque chose de très grave se déroulait. Un danger que je n'avais pas pleinement vu, mais que je pouvais sentir approcher pas à pas. Tous les signes pointaient dans la même direction, et mon intuition hurlait que si je n'agissais pas maintenant, les conséquences seraient irréversibles. Après la confrontation avec Cédric, je savais qu'il n'y avait plus rien que je puisse faire. Tous mes conseils avaient été balayés, et Cédric s'enfonçait plus profondément dans ses illusions et son engouement aveugle pour Maya. Il me regardait comme un ennemi, les yeux flamboyants, la voix tremblante de colère. Tu veux juste gâcher ma vie. Ces mots résonnaient encore dans ma tête sur le chemin du retour. J'avais fait de mon mieux pour lui dire tout ce que j'avais observé, mentionnant même Marc et l'avertissement de la police, mais c'était inutile. Cédric était tellement aveuglé qu'il voyait Maya comme tout, comme son échappatoire à la douleur de perdre Sienna. Je ne pouvais que rester silencieux, espérant que les choses n'empireraient pas, espérant que les services sociaux surveilleraient de près que Dylan serait en sécurité et que Cédric se réveillerait avant qu'il ne soit trop tard. Mais au fond, je savais que cet espoir était aussi fragile qu'un fil. J'ai conduit chez moi sous une pluie légère, les lampadaires flous sur la chaussée mouillée, le cœur plein d'inquiétude. Cette nuit-là, je me suis assis seul dans le salon, fixant la fenêtre, l'esprit tourbillonnant avec les pires scénarios. Que prévoyaient Maya et l'homme tatoué? Cédric perdrait-il tout? L'argent, la villa, même Dylan? Une semaine passa lentement, comme si le temps s'étirait pour tester ma patience. J'essayais de retourner à mon rythme quotidien. Réveil tôt, café noir sans sucre. Puis au chantier, le rugissement des machines, la poussière remplissant l'air, les ponts prenant progressivement forme sous mes mains. Tout cela m'aidait à oublier temporairement. J'appelais Dylan chaque jour pour demander des nouvelles de l'école, raconter des histoires drôles pour le faire rire. Qu'est-ce que tu as appris d'amusant aujourd'hui? J'ai eu un A aujourd'hui. Sa voix claire allégeait mon cœur, mais je pouvais toujours entendre la tristesse sous-jacente. Ton papa est beaucoup occupé, hein? Dylan a hésité. Papa sort beaucoup avec tante Maya, mais il a promis de rentrer tôt. J'ai dégluti difficilement, essayant de ne pas insister davantage. Je ne suis pas retourné au bar. Je ne les suivais plus, de peur d'être repéré, de peur de compliquer encore plus les choses. Mais nuit après nuit, je rêvais de Sienna, ma sœur, debout là avec des yeux tristes. Protège Dylan pour moi. Je me réveillais trempé de sueur, le cœur battant. Je savais que j'attendais qu'une bombe explose. Ce matin-là, je me suis réveillé tôt comme d'habitude, le corps fatigué, mais l'esprit alerte. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, les oiseaux chantaient dans la cour. Une journée normale à Denver. J'ai préparé une tasse de café chaud, l'arôme remplissant la petite cuisine, puis je me suis assis sur le canapé et j'ai allumé les nouvelles du matin. Météo, politique, sport, tout passait comme d'habitude. J'ai pris la première gorgée de café, l'amertume familière réveillant mes sens, mais alors ma main s'est figée,
la tasse manquant de tomber. À l'écran, il y avait Cédric escorté au poste par la police, menotté dans le dos, le visage hagard, les yeux enfoncés. Le bandeau d'information indiquait clairement « La voix du journaliste froide, un suspect dans une affaire de meurtre se rend tôt ce matin ». Cédric Ohl, 34 ans, accusé d'homicide dans un bar de la périphérie de la ville. Je suis resté assis figé, la tasse de café tombant au sol, se brisant, le café éclaboussant partout. Le journaliste a continué, image de la scène de crime clignotante. La victime est Maya Sloan, 25 ans, barman au bar où l'incident s'est produit. Les premiers rapports indiquent que le crime découle d'un différend amoureux. Le suspect s'est rendu et est détenu pour enquête. Maya morte, tuée par Cédric. Je ne pouvais pas y croire. Même en sachant que Cédric était faible et impulsif, je n'aurais jamais pensé qu'il pourrait aller jusqu'au meurtre. Il était obsédé par Maya. Comment avait-il pu? Les images de lui à la villa riant avec elle tournaient maintenant au cauchemar. Je restais assis, stupéfait, l'esprit dans le chaos, tout tournait. Où Cédric avait-il découvert la vérité? Cette révélation m'a frappé comme un coup de poing dans la poitrine, me laissant le souffle coupé. Mais alors la seule chose qui m'a fait sortir de ma torpeur était Dylan. Le garçon. Où était Dylan? Seul dans l'appartement. Effrayé. J'ai bondi, attrapé mes clés, sans prendre la peine de me changer, et j'ai couru vers la porte. Sans hésitation, je me suis précipité hors de la maison, j'ai sauté dans mon pick-up, démarré le moteur et foncé follement vers l'appartement de Cédric. La circulation matinale était dense, les klaxons retentissaient, mais je m'en fichais, accélérant au feu rouge, le cœur battant. Les images de Dylan blotti seul ne cessaient de clignoter. Le garçon de 9 ans, ne comprenant pas, sachant juste que son papa était parti. Quand je suis arrivé, plusieurs policiers en uniforme étaient déjà à la porte de l'appartement, des voitures bloquant la rue, et une travailleuse sociale, probablement des services sociaux, prenant des notes. L'atmosphère était lourde. Les voisins regardaient par les fenêtres. Je me suis garé à la hâte, j'ai couru, respirant lourdement. Je suis Bowden Reed, l'oncle de Dylan. Où est mon neveu en ce moment? J'ai vu Dylan blotti sur le canapé à travers la porte ouverte, serrant sa vieille peluche, l'ours en peluche que Sienna lui avait acheté pour son anniversaire, les yeux rouges de peur. Le garçon avait l'air plus petit que jamais, les genoux remontés, le visage pâle, ne pleurant pas, mais tremblant. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait, seulement que son père était parti et que des étrangers étaient partout. Je me suis avancé, mais j'ai été arrêté par un grand officier. « Monsieur, qui êtes-vous ? Vous ne pouvez pas entrer. » J'ai montré ma carte d'identité, mon permis de conduire, l'acte de naissance de Sienna, et j'ai expliqué que j'étais le frère de Sienna, l'oncle de Dylan. Ils ont vérifié minutieusement, passé des appels pour vérifier. Les minutes étaient tendues, je restais là, les yeux fixés sur Dylan, le cœur brûlant. Enfin, ils ont hoché la tête. « D'accord, vous pouvez entrer voir le garçon. » Quand il m'a vu, Dylan a sauté et m'a serré fort dans ses bras, tout son corps tremblant de peur. « Oncle Bowden, où? Où est parti papa? Pourquoi la police est là? » La voix du garçon s'est brisée, les larmes coulant. Je l'ai tenu près de moi, frottant son dos, l'odeur familière d'enfant de ses cheveux me nouant la gorge. « C'est bon. Tonton est là maintenant. Tout ira bien. » Même si je n'en étais pas sur moi-même, je me suis agenouillé, le regardant dans les yeux. « Ça va? Quelqu'un t'a fait peur? » Dylan a secoué la tête, serrant plus fort. L'ours en peluche pressé entre nous. La police autour regardait, mais je les ignorais. Dylan était la seule priorité maintenant. Après avoir terminé la prise d'information, ils ont posé des questions sur Cédric, Maya, ce que je savais. La police est partie, laissant l'appartement dans un silence lourd et terrifiant. Des papiers éparpillés, des affaires en désordre. Une odeur de café rassis venant de la cuisine. J'ai rassemblé les affaires essentielles de Dylan. Vêtements, livres, l'ours en peluche, quelques jouets. Le garçon restait là à regarder, les yeux rouges. « Où on va, tonton ?» J'ai forcé un sourire. « Chez tonton. Tu vas rester avec moi quelque temps, d'accord ?» Dylan a hoché la tête, serrant ma main fort. J'ai doucement conduit le garçon hors de cet endroit plein de souvenirs chaotiques. L'appartement qui avait été autrefois la maison de Sienna,
maintenant un enfer. Sur le chemin du camion, Dylan a regardé en arrière, la voix petite. Papa va rentrer à la maison, tonton? J'ai dégluti difficilement. Ton papa est occupé, mais tu as tonton. J'ai décidé d'emmener Dylan chez moi, au moins jusqu'à ce que les services sociaux prennent une décision officielle. Je les ai appelés en chemin, signalant la situation. Ils ont promis un traitement rapide. En regardant le garçon s'endormir dans le camion, je savais clairement. Ce soir et pour bien des nuits après, il n'aurait plus à endurer la solitude. Je le protégerais pour Sienna, pour Cédric. Mais la tragédie avait éclaté et je sentais que l'obscurité planait encore. Quand j'ai ramené Dylan à la maison, j'ai essayé de rester calme. Même si mon cœur était dans une tourmente complète, mon petit appartement à Denver, où je vivais seul depuis des années avec des meubles simples, des piles de livres d'ingénierie sur les étagères et l'odeur persistante de café, est soudainement devenu un refuge pour le garçon. Dylan est entré, serrant toujours sa peluche fort, les yeux regardant autour, effaré comme s'il ne comprenait pas où il était. J'ai forcé un sourire et je l'ai conduit à la cuisine. « Assieds-toi là, gamin. Tonton va te faire chauffer du lait. » J'ai versé du lait dans une tasse, l'ai passé au micro-ondes, puis me suis assis à côté de lui à la table. Dylan s'est blotti, les jambes pendantes sans toucher le sol, le visage pâle après une nuit terrifiante. J'ai frotté son épaule, la voix douce. « N'aie pas peur, d'accord? Tonton est là maintenant. » Dylan a hoché la tête, mais ses yeux étaient encore rouges, les larmes coulant. Après l'avoir vu se calmer un peu, respirer plus régulièrement, les mains ne tremblant plus, j'ai doucement demandé, « Dis à tonton ce qui s'est passé. » « Que s'est-il passé hier soir ?» Dylan a enfoui son visage dans ses genoux, la voix petite et tremblante, comme s'il rassemblait tout son courage pour parler. « Hier soir, papa a ramené tante Maya à la maison. Je dormais, mais j'ai entendu la porte s'ouvrir. Puis ils ont commencé à se disputer. J'ai serré les poings, essayant de garder ma voix stable. Comment se disputaient-ils? Dylan a dégluti, les yeux fixés au sol. Vraiment mal, tonton. Je ne comprenais pas ce qu'il disait. J'ai juste entendu des cris, des choses claquer, des verres se briser, des chaises tomber. J'avais si peur. La voix du garçon s'est brisée, les larmes coulant à flots. Je l'ai serré plus fort, le cœur me faisant mal comme s'il était coupé, imaginant la scène. Cédric et Maya, les amoureux que j'avais vus rire à la villa, se déchirant maintenant dans l'appartement exigu pendant que Dylan se recroquevillait dans sa chambre. Terrifié, il s'est caché dans sa chambre, serrant sa peluche et se couvrant les oreilles, essayant de bloquer le bruit. Je me suis couvert les oreilles tout le temps, mais je pouvais encore entendre. Puis des pas lourds. Papa a ouvert ma porte, le visage tout rouge, a dit brièvement qu'il devait sortir un peu, puis a claqué la porte, me laissant seul. Entendre cela m'a serré le cœur. Dylan a attendu une éternité, mais son père n'est pas revenu. Il n'a pas osé dormir, a rampé jusqu'au canapé, a laissé la lumière allumée toute la nuit, blotti sous la faible lueur jaune, serrant sa peluche comme un dernier bouclier. J'avais peur des fantômes, peur du noir, mais papa n'est pas revenu. J'ai attendu jusqu'au matin. Puis la police a frappé. Ils m'ont demandé toutes sortes de choses. J'ai pleuré. Puis tu es arrivé. La voix de Dylan s'est estompée, tremblante. En entendant cela jusqu'au bout, j'ai serré les mains, la gorge nouée de pitié pour l'enfant. Le garçon n'avait que 9 ans, avait été témoin de disputes, avait été abandonné seul toute la nuit, puis la police avait envahi les lieux. Comment Cédric avait-il pu? J'ai caressé la tête de Dylan, la voix chaleureuse. Ce n'est pas ta faute. Tu as été si courageux de traverser une nuit aussi effrayante. Tonton est vraiment fier de toi. Dylan a levé les yeux brillants. Tu es fier de moi, tonton? J'ai hoché la tête et les serré fort. Mais à l'intérieur, la colère bouillait. Cédric, lâche, tellement aveuglé que tu laisserais ton fils souffrir ainsi. Et Maya, maintenant morte. Mais où cette tragédie a-t-elle commencé? Dylan a posé sa tête fatiguée sur mon épaule. Quelques minutes plus tard, il s'est endormi. Un sommeil lourd après avoir lutté toute la nuit seul. Je l'ai doucement porté jusqu'au canapé, l'ai bordé avec une couverture chaude, lissé ses cheveux en désordre. En regardant Dylan dormir, le visage détendu, je suis resté assis là longtemps, l'esprit vide. La tragédie avait éclaté,
mais maintenant il était temps d'en affronter les conséquences. Une fois Dylan profondément endormi, j'ai ouvert mon téléphone, les mains tremblant légèrement. Dernière mise à jour sur la scène de crime. La police avait trouvé l'arme du crime, un couteau de cuisine, dans une ruelle près du bar où Cédric est apparu à l'aube. Le rapport disait qu'initialement l'incident était déterminé comme découlant d'un différend amoureux devenant incontrôlable. Image de la scène de crime, sang accumulé sur le sol du bar, ruban de police, journaliste se pressant. Je suis resté assis stupéfait et j'ai éteint l'écran. Bien qu'il n'y ait pas de preuves solides, je pouvais reconstituer les faits. Cédric a découvert la liaison de Maya avec l'homme tatoué, ou la trahison, ou l'escroquerie. Peut-être qu'elle a exigé qu'il signe quelque chose exposant le plan de fraude. La dispute a explosé, passant des mots à la violence. Puis, dans un moment de perte de contrôle, Cédric a frappé. Tout avait franchi une ligne irréparable. Je pensais à la villa, aux images de la caméra, à quel point ils avaient été heureux ensemble, finissant maintenant dans le sang. Mon cœur était dans le chaos, en colère contre Cédric, ayant pitié de Maya malgré sa méchanceté et souffrant surtout pour Dylan. Après avoir lu les nouvelles, mon téléphone a sonné, le nom de maman à l'écran. Mes parents avaient sûrement vu les nouvelles tôt et appelé en panique. Je suis sorti sur le balcon, le vent froid du soir s'engouffrant, essayant de garder ma voix calme pour apaiser leur inquiétude. La voix de ma mère, Zaria, a éclaté en sanglots immédiatement. Bourdant. Oh mon Dieu, fils. Cédric. Il a tué quelqu'un. Où est Dylan? Comment va le garçon? J'ai pris une profonde inspiration en essayant de rester calme. Je suis avec Dylan. Il est en sécurité. Il vient de s'endormir après une très longue nuit. Je l'ai amené chez moi. Silence à l'autre bout pendant quelques secondes. Puis la voix de mon père, Derek, est passée, rauque et étranglée. Nous avons vu les nouvelles et nous avons failli mourir. Cédric, comment a-t-il fini comme ça? Il s'est arrêté comme pour rassembler ses forces pour continuer. Fils, nous n'en pouvons plus. S'il te plaît, prends soin du garçon pour nous. J'ai serré le téléphone fort. Je veillerai sur Dylan. Ne vous inquiétez pas trop. Prenez soin de votre santé. Je vous tiendrai au courant. Les sanglots de ma mère résonnaient sur la ligne. Pauvre garçon. A perdu sa mère, maintenant son père aussi. Ma gorge s'est nouée. Je m'occuperai de lui. C'est le fils de ma sœur. L'appel s'est terminé. Je me tenais près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville, brillantes mais le cœur lourd. Mes parents, Derek et Zaria, avaient assez souffert depuis la perte de Sienna, pourtant ils faisaient maintenant face à cette vérité. Je me demandais si j'avais réalisé plus tôt, aurais-je pu empêcher cette tragédie. Dans les jours qui ont suivi, j'ai consacré tout mon temps à m'occuper de Dylan. Ma vie a complètement changé, passant d'un ingénieur célibataire à un père impromptu. Tôt le matin, je préparais le petit déjeuner. Œufs au plat, pain grillé, fruits frais. Dylan mangeait de bon appétit, les yeux s'illuminant. Tu cuisines si bien, tonton. Je le conduisais à l'école et le ramenais, me garant à la porte, le serrant fort. Étudie bien, d'accord? Tonton viendra te chercher cet après-midi. Dylan hochait la tête et courait à l'intérieur, mais je le voyais regarder en arrière comme s'il avait peur que je disparaisse. Le soir, je préparais le dîner. Viande grillée, salade, soupe chaude. Nous mangions ensemble en parlant de l'école. Aujourd'hui, j'ai joué au ballon avec des amis. C'était tellement amusant. Je souriais mais j'avais mal à l'intérieur. Le garçon essayait d'être joyeux pour cacher sa tristesse. La nuit, nous jouions à construire des Legos, à dessiner des images, à regarder des dessins animés. Je lui lisais des livres avant de dormir, des histoires de héros, de famille. Dylan écoutait, les yeux somnolents. Tu lis exactement comme maman. J'évitais l'incident en disant seulement que son père avait des ennuis et ne pouvait pas rentrer à la maison pour l'instant. Papa va revenir, tonton? Demanda Dylan, la voix petite. Je l'ai serré dans mes bras. Ton papa t'aime beaucoup, mais pour l'instant, reste avec tonton. D'accord. À l'école, les enseignants surveillaient Dylan. Ils ont remarqué qu'il était plus calme, s'asseyant souvent seul pendant la récréation. Je leur avais demandé de garder l'affaire familiale privée, pour éviter que les camarades de classe ne le taquinent ou ne le blessent davantage. Je comprends,
Monsieur Baudin. Le pauvre garçon, a dit l'enseignante, les yeux pleins de sympathie. J'ai hoché la tête, reconnaissant. Dylan n'avait pas besoin de plus de pression. Il avait assez enduré. Perdre sa mère, son père emprisonné, vivant maintenant avec moi. Les soirs où Dylan dormait profondément, je m'asseyais seul dans le salon, laissant les pensées tourbillonner profondément. La maison était si calme que je pouvais entendre la respiration régulière du garçon depuis la pièce voisine. Chaque fois que je regardais ce petit visage perdu dans le sommeil, mon cœur se serrait. Dylan avait perdu sa mère, perdu le soutien de son père, et maintenant son monde n'était plus que moi. Cette réalisation m'a fait comprendre que je n'avais plus le droit d'hésiter. Peu importe les difficultés à venir, je devais protéger le garçon jusqu'au bout. Quelques semaines passèrent dans un chaos latent comme une tempête souterraine persistante. Dylan s'est progressivement installé dans une routine. Le garçon a commencé à sourire davantage et même à raconter des histoires d'école avec enthousiasme. Chaque matin, je me réveillais tôt, chauffais du lait, faisais des sandwichs aux œufs, puis le conduisais à l'école avec un sourire forcé. « Étudie bien, d'accord ? Tonton viendra te chercher cet après-midi. » Dylan hochait la tête et me serrait fort avant de courir par la porte. L'après-midi, nous jouions dans la petite cour arrière, lançant une balle, construisant avec des Legos, ou simplement assis sur la balançoire à regarder le coucher du soleil. Le soir, je lui lisais des livres, des contes de héros et de magie, et Dylan s'endormait avec un sourire rêveur. Mais derrière cette paix, je savais que le garçon luttait encore. Chaque nuit, il se réveillait en sursaut, appelant papa dans son sommeil, puis s'accrochant à moi quand je me précipitais. Je tapotais son dos pour l'apaiser et le rendormir. Quant à moi, tout en m'occupant de lui, je suivais les développements de l'affaire par les nouvelles. Chaque matin, j'allumais la télé, lisais les rapports en ligne mettant à jour chaque détail. Cédric détenu. Enquête plus approfondie, signe d'implication financière. J'ai appelé Marc quelques fois. Du nouveau. Marc soupira. On creuse encore. Ça ne ressemble pas à une simple jalousie. Le malaise ne cessait de monter. Je savais que le procès révélerait beaucoup, et je redoutais ce que j'allais entendre. Le jour de la première audience du procès pour meurtre, j'ai assisté en tant que parent de la victime indirecte et tuteur temporaire de Dylan. Je ne voulais pas y aller. En moi se trouvait un enchevêtrement d'émotions, la colère mêlée à la pitié. Mais je savais que je ne pouvais pas l'éviter. J'avais besoin d'affronter la vérité de première main pour comprendre ce qui avait conduit à cette fin tragique. J'ai laissé Dylan chez une voisine gentille, disant rapidement que j'avais des courses à faire et que je reviendrais bientôt, puis j'ai conduit au palais de justice central de Denver. Les rues étaient bondées comme d'habitude, mais mon esprit était vide. Tout au long du trajet, les images de Cédric repassaient sans relâche, lourdes et difficiles à nommer. Le palais de justice se dressait froidement avec ses imposantes colonnes de pierre grise. Dès l'entrée, l'atmosphère était déjà épaisse. Je suis passé par les scanners de sécurité, les mains tremblant légèrement en remettant les documents, puis j'ai suivi la foule dans la salle d'audience. À l'intérieur, la salle était comble. Les journalistes se pressaient au fond, les appareils photos flashant discrètement. La famille de Maya était blottie dans un coin, des sanglots étouffés dans la gorge, avocats et personnel du tribunal s'affairaient, préparant la séance. J'ai choisi un siège au dernier rang, essayant de rester calme malgré mon cœur battant. Les lumières fluorescentes projetaient une lueur froide. Des chuchotements remplissaient la pièce. Quand le juge est entré, tout le monde s'est levé et le procès a officiellement commencé. J'ai pris une profonde inspiration, me disant que je n'avais besoin que de la vérité, rien d'autre. À ce moment-là, mes yeux se sont involontairement fixés sur l'accusé alors qu'il était introduit. Cédric Hall. Il a été amené par la porte latérale en tenue de prison grise, menotté dans le dos, les pas lourds. Cédric avait dépéri, le visage hagard et sans vie, la peau cendrée, et les yeux enfoncés par les nuits sans sommeil. Cheveux ébouriffés, barbe naissante, négligée, les mains tremblant légèrement malgré les efforts pour rester composés. En voyant Cédric maintenant, je ne reconnaissais plus le beau-frère des photos de mariage de Sienna. Il avait été autrefois grand et souriant à côté de ma sœur, tenant fièrement Dylan. Et maintenant, un fantôme, un criminel. Je restais assis là, le sang bouillant, mais avec une trace de pitié qui s'insinuait. Cédric a levé la tête, les yeux balayant la pièce, et s'est arrêté sur moi. Son regard plein de regret, plein de désespoir, m'a glacé.
Il a immédiatement baissé la tête comme s'il était incapable de me faire face. Le juge frappe du marteau. Le procès s'est poursuivi avec les témoignages et les preuves, mais je n'attendais que son tour. Mon cœur battait plus vite. L'air de la salle d'audience était étouffant comme si tout le monde retenait son souffle. Quand ce fut son tour, on a demandé à Cédric de se lever et de faire sa déclaration. Son avocat a hoché la tête et Cédric s'est levé, les jambes tremblantes. Il s'est tourné pour me chercher dans la salle bondée, hésitant quelques secondes, les yeux suppliants comme s'il demandait de l'aide, puis a baissé le visage, la voix tremblante mais claire à travers le micro. J'admets pleinement mes actes criminels. J'ai tué Maya Sloan dans un accès de rage après une dispute houleuse. La salle d'audience est tombée dans le silence, seul le gribouillage des journalistes se faisant entendre. Mais ce n'était que la surface. Cédric a pris une profonde inspiration, la voix plus brisée. Mais je dois tout dire. J'ai eu une liaison avec Maya depuis. Sienna, ma femme, quand elle était vivante. Des murmures se sont élevés. Mais le juge a frappé du marteau pour le silence. Cédric a continué. Cette relation douce m'a rendu de plus en plus dépendant de Maya, croyant tout ce qu'elle disait. C'est Maya qui a suggéré. Attiré. Manipulé nous deux pour planifier de tuer Sienna afin de réclamer son assurance vie. La salle d'audience entière est devenue silencieuse comme la mort alors que Cédric commençait à le détailler. En entendant cela, mon sang a semblé gelé. Mon souffle s'est coupé, mes oreilles bourdonnaient, le monde tournait. Tuer Sienna. Ma sœur, celle qui était gentille, indulgente, qui souriait toujours et aimait la vie, tuée par son propre mari pour de l'argent. Je n'avais jamais imaginé que la mort de ma sœur avait été causée par l'homme avec qui elle partageait son lit. L'accident de voiture il y a 3 ans. Route glissante, perte de contrôle. Maintenant révélé comme un meurtre. Je serrais la coudoir de la chaise, les ongles s'enfonçant dans ma paume, mais je ne sentais aucune douleur physique. Seulement l'agonie déchirante comme si j'étais mis en pièces. Cédric a continué, la voix hachée et tremblante. Après la mort de Sienna, Maya a promis que nous construirions une nouvelle vie avec l'argent de l'assurance, mais tout n'était que mensonge. Elle m'a utilisé, m'a exploité. Il s'est arrêté, déglutissant, les yeux rouges. Quand Baudan m'a averti, j'ai commencé à faire plus attention, suivant secrètement Maya. Et c'est là que j'ai découvert que Maya ne m'aimait pas comme elle le prétendait. Elle était impliquée avec un autre homme et prévoyait de partir sans moi. Je restais assis là, le corps froid, la sueur coulant malgré la pièce climatisée. Devant moi, Cédric continuait son témoignage, la voix tremblante, mais essayant de rester stable. Pas seulement une trahison émotionnelle. Maya avait l'intention de m'exploiter jusqu'au bout, me forçant à contracter des prêts à mon nom, transférer des actifs qu'elle contrôlerait. La villa de Sienna, l'argent de l'assurance, tout. Sa voix s'est brisée, les larmes ont jailli, coulant sur son visage hagard et usé après des jours de détention. Submergé par la douleur et la trahison de tous côtés, j'ai confronté Maya le soir du meurtre pour obtenir des réponses. La confrontation s'est transformée en une dispute féroce. Elle s'est moquée de moi, m'a traité d'imbécile. J'ai serré les mains jusqu'à l'engourdissement alors qu'il continuait. Dans un moment de rage incontrôlable, je l'ai tué. Je l'aimais vraiment, mais tout était un mensonge. Je restais assis là, le corps glacé, le cœur écrasé. Je regardais l'homme debout au tribunal, celui qui m'avait autrefois appelé frère, tenu Dylan fièrement, et je ne pouvais pas comprendre comment une personne pouvait causer une douleur aussi ultime. Cédric, le traître, le meurtrier, pleurant maintenant de regret, mais trop tard. Le moment où Cédric a avoué que la mort de Sienna était sa faute. J'ai senti le monde basculer. Sa voix résonnait dans ma tête répétant « ma faute ». J'ai tué Sienna pour l'argent de l'assurance. Je n'entendais pas le jury murmurer. Je n'entendais pas le juge frapper pour le silence. Je n'entendais pas les sanglots étouffés de la famille de Maya. J'entendais seulement un son, mon cœur se brisant alors que la vérité sur la mort de Sienna était exposée de la bouche du mari en qui elle avait le plus confiance. Je restais immobile, les larmes coulant sans m'en rendre compte. Sienna, ma sœur, le pilier émotionnel de la famille, toujours souriante malgré les épreuves. Elle a épousé Cédric. Lui faisant confiance, portant Dylan, l'aimant. Et maintenant elle est morte à cause de lui. Je me rappelais la pluie battante aux funérailles. Dylan sanglotant de manière incontrôlable.
Cédric le tenant, feignant le chagrin. Tout des mensonges. Le malaise concernant l'accident. Route glissante. Perte de contrôle. Maintenant clair comme de l'eau de roche. Meurtre prémédité. Je serrais fort. Les ongles brisant la peau et tirant du sang. Mais la douleur physique n'était rien comparée au chagrin. Le procès continuait. Les avocats posaient plus de questions, mais je n'entendais rien. Mon esprit vacillait. Comment osait-il? À quel point Maya était-elle maléfique? Et Dylan? Et si le garçon apprenait que son père avait tué sa mère? Je me suis levé, quittant la salle d'audience à mi-chemin, les jambes tremblantes. Dans le couloir, je me suis appuyé contre le mur, haletant. Les larmes coulaient. Sienna, je suis désolé. Je n'ai pas pu te protéger. Dans les semaines qui ont suivi la première audience du procès, j'ai vécu dans un vide sans nom. Tout autour de moi semblait flou, comme si je marchais dans un brouillard épais, incapable de voir le chemin à suivre. Je me réveillais encore le matin. Préparer le café, conduisait Dylan à l'école et forçait un sourire quand le garçon racontait des histoires sur ses amis. Mais à l'intérieur, tout semblait s'effondrer couche par couche. Je regardais Dylan courir et jouer dans la cour, riant fort en lançant la balle, et je me demandais pourquoi la vie était si cruelle. Le garçon n'avait que 9 ans, avait perdu sa mère assassinée, et maintenant son père en prison. J'essayais de créer une vie normale pour lui. Petit déjeuner chaud, venir le chercher pour jouer l'après-midi, lire des livres pour l'endormir le soir. Mais nuit après nuit, quand Dylan dormait profondément, je m'asseyais seul dans le salon, l'esprit vide, avec seulement la confession de Cédric résonnant. A tué Sienna pour l'argent de l'assurance. Je frappais le mur, les larmes coulant, mais n'osais pas pleurer fort de peur de réveiller le garçon. Pourquoi n'avais-je pas soupçonné plus tôt? Le malaise concernant l'accident de Sienna, route glissante, perte de contrôle, maintenant une dure vérité. Les nouvelles sur l'affaire dominaient les médias quotidiennement comme un cauchemar sans fin. Chaque matin, j'allumais la télé et c'était là, des titres flagrants comme « Un mari tue sa femme pour l'argent de l'assurance », confession choquante au tribunal, accompagnée d'images d'un Cédric hagard, de Maya souriant sur de vieilles photos, et même de Sienna, ma sœur, provenant de photos de funérailles il y a 3 ans. Chaque reportage était un couteau remué dans les souvenirs de Sienna. Sa mort n'était plus un vague accident, mais le résultat d'une trahison flagrante de son propre mari. La presse creusait chaque détail des audiences. Preuve du téléphone de Maya, message attirant Cédric, le plan de l'accident de voiture, témoignages, motifs avides, timing exact. Chaque article décollait une autre couche de ténèbres dont notre famille ignorait l'existence depuis 3 ans. Je lisais avec des mains tremblantes, les larmes brouillant ma vision. Cédric et Maya se sont rencontrés au bar, l'ont planifié, puis exécuté. Sienna est morte sur la route de montagne pluvieuse. Frein trafiqué. Poison. J'ai éteint l'appareil, jeté le téléphone, hurlé silencieusement à l'intérieur. Puis un après-midi, Derek et Zaria sont venus rendre visite. J'étais assis avec Dylan à construire des Legos. Le garçon riait fort alors que la tour était terminée quand la sonnette a retenti. En ouvrant la porte, je me suis figé. Mes parents étaient là, les visages dévastés, les yeux rouges d'avoir trop pleuré. Maman Zaria semblait avoir vieilli de 10 ans, cheveux argentés et bourriffés, main serrant son sac comme si elle avait peur de lâcher prise ou de s'effondrer. Papa Derek se tenait derrière, les épaules voûtées, les yeux vides. Quand j'ai ouvert la porte plus grand, Zaria a éclaté en sanglots bruyants, se précipitant pour me serrer fort comme si elle s'accrochait aux derniers vestiges de Sienna. Elle pleurait de manière incontrôlable, les épaules tremblantes. Sienna, notre fille. Comment en est-on arrivé là? J'ai serré maman, les larmes coulant, mais j'ai essayé de garder ma voix stable. Entrez, maman. Papa. Derek se tenait derrière, essayant de rester calme, mais ses mains tremblaient et ses yeux montraient un effondrement complet, comme un homme autrefois fort maintenant totalement brisé. Quand ils sont entrés et ont vu Dylan recroquevillé endormi sur le canapé, fatigué après avoir joué, la bouche souriant encore légèrement en rêve. Zaria a éclaté en sanglots à nouveau. Elle s'est assise à côté de lui, caressant doucement ses cheveux, les lèvres tremblantes. Pauvre garçon. Il a perdu sa mère. Maintenant son père aussi. Dylan, grand-mère et grand-père sont là. Dylan s'est réveillé effaré, la serrant dans ses bras, ne comprenant pas pourquoi elle pleurait.
Derek s'est assis à la table à manger, le front dans les mains, les yeux lointains. Il a parlé doucement comme pour lui-même, si seulement nous avions su. Si seulement elle avait dit quelque chose avant de mourir. Comment Cédric a-t-il pu faire ça? Les mots brisés rendaient l'atmosphère encore plus déchirante, comme une famille brisée s'accrochant au dernier peu de chaleur. Je me suis assis, la voix étranglée. Je suis désolé, maman, papa. Je n'aurais jamais imaginé. Puis je leur ai tout raconté. Ce qui s'est passé avant le procès. La confession de Cédric. La vérité sur la mort de Sienna. Mes parents sont tombés dans le silence. Plus de colère, pas de blâme. Seulement le désespoir de parents ayant perdu un enfant qu'ils ne pouvaient pas protéger. Maman caressait les cheveux de Dylan, pleurant. Ma douce fille. Pourquoi a-t-elle souffert ainsi? Papa a saisi ma main. Sois fort, fils. Pour Dylan. Après des heures passées avec le petit-fils, maman racontant de vieilles histoires sur Sienna, Dylan écoutant les yeux écarquillés, papa tenant silencieusement le garçon, ils m'ont exhorté à continuer de bien m'occuper de Dylan. Puis ils sont partis tranquillement, portant une lourde douleur qu'aucun mot ne pouvait apaiser. Je les ai raccompagnés à la porte, les serrant fort. Prenez soin de vous. Je m'occupe de tout. Leur voiture a disparu. J'ai fermé la porte, me suis affaissé au sol, sanglotant. Dylan a accouru. Tu pleures, tonton? J'ai essuyé mes larmes. C'est bon. De la poussière dans l'œil de tonton. Mais à l'intérieur, la culpabilité rongeait. Pourquoi notre famille devait-elle souffrir ainsi? Au même moment, les nouvelles rapportaient que les personnes impliquées dans le réseau de fraude avaient été arrêtées lors d'un grand coup de filet. L'homme tatoué, Jax, comme Marc l'avait dit, et plusieurs autres dans le réseau étaient détenus pour enquête. Une partie de l'escroquerie a été exposée grâce à la confession de Cédric. Ciblant les hommes veufs, saisissant les actifs, transfert de prêts. Je regardais les nouvelles, le cœur en émoi. La justice arrivait tard, mais au moins Maya et ses complices ne pouvaient plus faire de mal à personne d'autre. Mon téléphone a sonné. Marc, ils ont tous été attrapés, a-t-il dit, la voix basse. Grâce au témoignage de Cédric. Je suis resté silencieux un moment, puis j'ai répondu doucement. Mais Sienna, ma sœur, elle ne peut pas revenir. À l'autre bout, Marc a soupiré. Il a dit, je sais que rien ne peut compenser cela, mais tu as fait tout ce que tu pouvais. L'appel s'est terminé. J'ai serré le téléphone fort, laissant le vide se répandre lentement et lourdement. Le procès final pour la condamnation est arrivé des semaines plus tard. J'y ai assisté à nouveau, assis au dernier rang, le cœur lourd. La salle d'audience était plus bondée, les journalistes entassés. Cédric a été amené, toujours hagard, mais ses yeux maintenant vides comme s'il acceptait son sort. Le juge a lu le verdict. Cédric reconnu coupable de meurtre au second degré plus complot ayant entraîné la mort de Sienna. Peine totale, 34 ans d'emprisonnement, sans libération conditionnelle pendant au moins les 20 premières années. La salle d'audience a murmuré. La famille de Maya a applaudi. Mais je suis resté immobile. En entendant la sentence, je n'ai ressenti aucune joie, aucun soulagement, seulement de l'épuisement. Épuisé par la cruelle vérité, Sienna tuée par son mari, Dylan orphelin. Épuisé, face à la douleur de mes parents qui appelaient quotidiennement d'une voix faible. Épuisé, maintenant le dernier peu de paix pour Dylan. J'ai quitté le tribunal, conduit chez moi, l'esprit vide. La justice est arrivée, mais la douleur est restée. Quelques semaines plus tard, j'ai décidé de rendre visite à Cédric en prison. Pas pour le pardon. Mon cœur était plein de colère, impardonnable à jamais, mais parce que j'avais besoin d'une dernière réponse. Une raison pour clore l'obsession qui me hantait. La prison était en périphérie. De hauts murs de béton, des barbelés, une atmosphère glaçante. J'ai passé la sécurité, attendu dans le parloir, table à cloison vitrée, vieux téléphone. Cédric est apparu avec un visage effondré, des cheveux ébouriffés, des yeux lasses sans plus aucune combativité. Il portait une tenue de prison, les pas lourds, s'est assis en face de moi, les épaules tremblant légèrement comme si son corps portait un poids insupportable. À travers la vitre, il m'a regardé, les yeux rouges. Baudin, tu es venu me voir. J'ai regardé Cédric droit dans les yeux, sans tourner autour du pot. Dans ce parloir froid, je n'ai posé qu'une seule question, lente et claire.
Pourquoi as-tu trahi et tué Sienna? Cédric a baissé la tête pendant un long moment, ses mains serrées jusqu'à ce que les jointures blanchissent comme s'il s'empêchait de s'effondrer. Après un moment, il a levé les yeux injectés de sang, la voix tremblante, mais chaque mot clair. J'étais faible. J'étais avide. J'ai laissé mon propre aveuglement contrôler chaque décision. Il s'est arrêté, déglutissant sèchement, puis a continué. Maya m'a approché très systématiquement. Elle parlait d'argent, d'une vie plus facile et plus riche. Elle a mentionné l'assurance de Sienna, a dit que Sienna me faisait entièrement confiance, que personne ne soupçonnerait. Des larmes ont jailli sur son visage hagard. J'écoutais. Je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai laissé ces mots l'emporter sur ma raison. J'ai détruit mon mariage moi-même, détruit ma famille, et finalement détruit ma propre âme. Sa voix s'est complètement brisée alors qu'il continuait. Je suis désolé, Baudan. Je suis désolé pour Sienna. Je sais que ces excuses ne signifient rien, mais je dois le dire. C'est moi qui ai gâché sa vie. La seule personne qui m'ait jamais fait entièrement confiance. Je restais assis à écouter chaque mot, mais mon cœur ne s'est pas adouci. Quand j'ai parlé, ma voix était froide, ne laissant aucune place à l'espoir. Peu importe combien tu regrettes, peu importe combien tu pleures, je ne te pardonnerai jamais. Je l'ai regardé droit dans les yeux, sans ciller. Ce que tu as fait ne peut pas être effacé par des excuses. Tu porteras la sentence de la loi et de ta conscience pour le reste de ta vie. Cédric a hoché légèrement la tête. Pas de réfutation, plus de supplication. Son visage était désespérément calme, comme si cette réponse était ce qu'il attendait depuis longtemps. Avant de se lever pour partir, il a hésité, puis a dit, la voix étranglée, j'ai une dernière chose à te demander. Il m'a regardé droit dans les yeux vides. S'il te plaît, prends soin de Dylan pour moi. Je ne suis pas digne d'être père. Je ne suis pas digne d'apparaître dans la vie du garçon à nouveau. Sa voix s'est étranglée, mais il a forcé les mots. La seule chose que je peux faire pour mon fils est de devenir un nom effacé. Je me suis levé en regardant Cédric une dernière fois. Pas de pitié, pas de colère, juste une fermeture complète. Puis je me suis tourné et suis sorti du parloir froid de la prison, laissant Cédric là avec la sentence de la loi et la sienne. Sur le trajet du retour, le vent froid s'engouffrait par la fenêtre de la voiture, mais mon cœur était plus calme. La réponse était là, aussi douloureuse fut-elle. Maintenant, il était temps de clore ce chapitre pour Dylan, pour Sienna. Mais la douleur couvait encore comme une blessure non cicatrisée. Après avoir terminé les procédures de tutelle, tout a semblé aller plus vite que je ne l'avais imaginé. Les services sociaux ont inspecté ma maison quelques fois de plus, vérifiant l'environnement de vie, interviewant doucement Dylan, évaluant ma capacité à m'occuper de lui. Je restais assis là, les mains serrées sous la table, répondant calmement à chaque question, bien que mon cœur fût plein d'inquiétude. M. Reed, êtes-vous certain de vouloir adopter votre neveu? C'est un engagement à long terme, a demandé la travailleuse sociale, les yeux me scrutant. J'ai hoché la tête fermement. Absolument certain. Dylan est mon neveu. Tout ce qu'il reste de ma sœur. Ils ont hoché la tête, signé les papiers, et finalement je suis devenu officiellement le tuteur de Dylan. Les documents sont arrivés un après-midi brumeux, l'encre sèche sur les pages blanches, mais il ressemblait à un lien fort nous unissant tous les deux. J'ai décidé de cacher toute la vérité jusqu'à ce que le garçon soit assez mûr pour la chercher lui-même. Dylan n'avait que 9 ans, bien trop jeune pour porter la douleur supplémentaire d'apprendre que son père avait tué sa mère, le complot, la fraude et la trahison. J'ai caché tous les journaux, éteint les nouvelles quand il était à proximité, et ne parlais de Sienna que comme d'une mère merveilleuse, de Cédric comme d'un père ayant de graves ennuis. Quand tu seras plus grand, je te dirai tout, me disais-je. Mais mon cœur était plein d'appréhension. Est-ce que le garçon me pardonnerait s'il savait que j'avais caché cela, ou m'en voudrait-il? Cette pensée m'empêchait de dormir, mais je savais que c'était le bon choix. Protéger Dylan d'abord. J'ai vendu la villa liée à ces souvenirs douloureux peu après. La villa, autrefois un cadeau de mariage pour Sienna, où j'avais installé des caméras et découvert Cédric et Maya, où la tragédie avait commencé, ressemblait maintenant à un fantôme obsédant. J'ai appelé un agent immobilier, signé la vente rapidement, sans regret. Avec le produit de la vente, j'ai acheté une petite maison simple à la périphérie de Denver avec un jardin luxuriant, des chambres confortables et une cuisine spacieuse pour cuisiner ensemble.
Le jour du déménagement, j'ai conduit avec Dylan. Le garçon était assis à l'arrière, serrant sa peluche, les yeux écarquillés devant le changement de paysage. « C'est la nouvelle maison, tonton ? Est-ce qu'elle a une cour ?» demanda-t-il, la voix excitée, mêlée d'inquiétude. J'ai souri. « Elle a une cour, gamin. Ta propre chambre, et tonton construira une balançoire aussi. » Nous avons emménagé. Quelques cartons de vêtements, livres, jouets, et je l'ai senti clairement. C'était notre nouvel espace pour que l'oncle et le neveu recommencent à zéro. Plus d'odeurs obsédantes de la vente de la villa. Plus d'images de Cédric riant avec Maya à travers les caméras. Juste nous, oncle et neveu, reconstruisant à partir de zéro. Mais en fermant la porte de l'ancien endroit une dernière fois, je me suis arrêté, la main sur le cadre, le cœur serré. Sienna, me pardonnerais-tu ? L'appréhension persistante demeurait. Le passé reviendrait-il nous hanter ? Dylan semblait comprendre plus profondément que les adultes ne le réalisaient. Le garçon n'a plus jamais mentionné son père, comme s'il choisissait de fermer cette porte lui-même pour éviter de m'inquiéter. Dans les premiers jours, j'attendais. J'attendais que Dylan pose des questions sur Cédric, sur la prison. Mais le garçon restait silencieux. Il ne voulait pas en parler, comme s'il savait que cela ne ferait que m'attrister. Le garçon se concentrait sur la nouvelle vie, courant dans la cour, dessinant des images de notre famille oncle-neveu, riant fort pendant les jeux. Je regardais Dylan, le cœur plein de surprises mêlées de douleur. Comment un enfant de 9 ans pouvait-il être si mature ? Cachait-il sa douleur ou choisissait-il vraiment d'oublier ? Cette pensée me faisait surveiller anxieusement chacun de ses gestes, un sourire forcé, un regard lointain. Mais Dylan semblait aller bien, comme une fleur s'épanouissant après la tempête. Notre vie est progressivement devenue paisible comme une rivière calme après des rapides. Nous avons construit de petites habitudes, des moments qui réchauffaient mon cœur au milieu de la douleur persistante. Nous cuisinions ensemble. Dylan debout sur un tabouret tenant la cuillère pour remuer la soupe. Gloussant quand la farine éclaboussait. « Tonton, j'ai gâché la soupe. » Je riais, essuyant son visage. « C'est bon, tonton. On t'apprendra encore. » L'après-midi, nous faisions les devoirs. Dylan mordant son crayon en résolvant des maths. Moi assis à côté expliquant, le cœur gonflé de fierté quand il s'exclamait « J'ai compris maintenant, tonton. » Les vendredis soirs, nous regardions des dessins animés, affalés sur le canapé, mangeant du pop-corn. Dylan posant sa tête sur mon épaule, riant des personnages idiots. Les week-ends, nous faisions la course pour voir qui se réveillait le premier. Dylan gagnait généralement, courant pour me secouer. « Tu as perdu, tonton. Je gagne aujourd'hui. » Ces moments me faisaient sentir clairement que le vide de Sienna était rempli par le rire de Dylan. Doux, clair, ne tremblant plus comme au premier jour. Le garçon qui se recroquevillait autrefois de peur riait maintenant librement, courait follement. Mais parfois je m'arrêtais, regardant Dylan dormir profondément et me demandais anxieusement, cette paix durerait-elle ? Ou le passé reviendrait-il comme un fantôme ? Occasionnellement, j'emmenais Dylan rendre visite à grand-mère et grand-père. Ces voyages étaient comme un remède de guérison pour toute la famille. En arrivant dans leur maison de banlieue, Dylan se précipitait, serrant Zaria fort. « Grand-mère, tu m'as tellement manqué. » Zaria souriait, les yeux brillants de larmes en le tenant. « Tu nous as manqué aussi. » En regardant mes parents serrer Dylan, lui montrant comment arroser les plantes ou jardiner, Derek à genoux, tenant l'arrosoir. « Juste un peu d'eau, petit-fils. La plante poussera doucement. » Je voyais dans leurs yeux une lumière qui s'était longtemps éteinte et qui se rallumait maintenant. La lumière de l'espoir. Ma mère, Zaria, qui avait pleuré sans fin après le procès, souriait maintenant quand Dylan cueillait des fleurs pour elle. « Merci, mon amour. » Mon père, Derek, qui avait été silencieux, racontait maintenant des histoires drôles, faisant rire Dylan aux éclats. Ces visites me remplissaient d'une chaleur anxieuse. Cet espoir était-il fragile ou durable ? Mais en regardant Dylan courir dans le jardin de grand-mère et grand-père, je savais que nous guérissions petit à petit. Un après-midi de fin d'automne, je regardais Dylan courir dans notre nouvelle cour, son rire se mêlant au vent froid et mordant, des feuilles dorées tourbillonnant autour du garçon. Il poursuivait le ballon, le visage rouge, criant de joie. Je me tenais sur le porche tenant une tasse de café chaud, regardant silencieusement. Ce moment m'a fait faire une pause et réfléchir au voyage douloureux.
Du retour à la villa et la découverte des secrets en suivant Maya, au signalement aux services sociaux, à la tragédie du meurtre, au procès choquant et à la visite en prison avec Cédric. Tout cela ressemblait à un long cauchemar plein de suspense, de malaise, de douleur. Mais maintenant, en regardant Dylan rire fort, j'ai réalisé que s'accrocher au bon nous avait sauvés tous les deux de l'obscurité. Nous avions failli tomber. Moi autrefois vide. Dylan autrefois terrifié. Mais l'amour nous avait tirés vers le haut. De tous ces événements, j'ai compris que la perte peut briser les gens, mais elle peut aussi les rendre plus forts pour protéger ce qu'il reste. Sienna partie, Cédric emprisonné, mais Dylan ici, et je serai fort pour le garçon. J'ai réalisé qu'affronter la vérité, aussi amère soit-elle, est la seule façon de mettre fin à la douleur et de commencer à guérir. Pas de fuite, pas de dissimulation pour toujours. Je le dirai à Dylan quand il serait plus grand, mais maintenant laissons-le être heureux. Et j'ai profondément ressenti qu'aimer et prendre soin de ceux qui sont encore là est toujours plus important que de courir sans fin après ce qui ne peut être sauvé. Parfois, ils sont la raison de continuer. Dylan, avec son rire clair, ses câlins chaleureux étaient ma raison. Nous allions vivre et être heureux, malgré le passé qui couve encore. Et c'était peut-être la plus belle fin à cette tragédie.